Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, c'est Bruno Retailleau, le coordinateur de la campagne de François Fillon, qui sera notre invité tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. C'est parti pour 1 heure avec Territoire d'info sur Public Sénat. Le compte à rebours est lancé. Les épreuves du bac commencent dans 2 mois. Certains élèves se sont déjà lancés dans les révisions, d'autres attendent le dernier moment. Pour les aider, la région Nouvelle-Aquitaine a lancé une plateforme téléphonique gratuite. Le principe est simple, une aide personnalisée au téléphone, en maths, en français, en physique, en anglais ou en espagnol. L'objectif, c'est accompagner les futurs bacheliers pour la dernière ligne droite. Reportage d'Inès Navarro pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. J'aimerais bien que vous m'aidiez à corriger ma notion pour l'oral d'espagnol. Louane passera son bac en juin prochain. Pour préparer son oral d'espagnol, elle fait appel à la plateforme d'aide aux devoirs mise en place par le conseil régional. Elle explique bien en détail vraiment dans la langue ce qu'il se dit, ce qui ne se dit pas en fait. Puis c'est rapide, on n'a pas à attendre avant d'avoir quelqu'un au téléphone qui peut répondre à nos questions quand on est perdu. Comme beaucoup d'élèves de terminale, Louane a pas mal de travail. Pour alléger la charge et mieux se préparer à l'épreuve, la région Nouvelle-Aquitaine a mis en place une plateforme téléphonique, un service gratuit d'aide aux devoirs. Ouvert du lundi au jeudi de 18h à 21h, une dizaine d'étudiants en master à l'université répondent aux appels, aident à résoudre les problèmes. Donc si tu as d'autres exercices, n'hésite pas, on est là de 18h à 21h. L'élève, Kaymen a au bout du fil, a envoyé son devoir par mail. Elle m'a envoyé son travail, il y a une petite faute, donc on a corrigé ça ensemble. Et voilà, elle a bien compris sa faute et très bien, c'était bien passé. Louis est élève en Master 2 d'économie statistique. En dehors de ses cours, il vient en aide aux plus jeunes. Une aide qu'il aurait lui-même aimé recevoir quand il était lycéen. Honnêtement, oui, j'aurais bien aimé parce que c'est à tout moment, tu peux appeler et avoir une réponse. Alors que si par exemple, tu as un prof de maison ou tu fais des cours en groupe, tu es obligé d'attendre à la date, à l'heure et tout. Alors que là, c'est qu'on est présent à tout moment, il peut appeler s'il bloque. Donc ça, c'est vraiment bien. Une solution pratique pour approfondir une notion mal comprise ou s'exercer sur une méthodologie en pleine période d'examen, un bon moyen pour ne pas décrocher ou à la rigueur, une petite mention. On reste en Gironde avec un site internet qui recense les bonnes pratiques en matière de développement durable dans les vignobles. Il vient d'être lancé par le CIVB, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Depuis l'affaire des écoliers intoxiqués par des pesticides dans le Blayais en 2014, les dérives des traitements phytosanitaires défrayent la chronique. Ils obligent les vignerons à changer leurs habitudes, notamment dans leur relation avec leur voisinage. Certains châteaux ont décidé de mettre en place des procédures spécifiques, exemple avec le château Luchéalde, où s'est rendu Franck Poirot pour TV7. Le bout des rangs, crèche à une 60aine de mètres des parcelles, le château Luchéalde à Mérignac est l'une des dernières exploitations viticoles situées en pleine agglomération. Une superficie d'une 20aine d'hectares située en pleine zone urbaine, elle est bordée d'habitations. Depuis 3 ans maintenant, fin avril, avant la reprise des traitements phytosanitaires, les responsables de ce château viticole organisent une réunion avec les riverains et dans le courant de l'année, ils sont prévenus par mail 48 heures avant l'application d'un traitement dans les parcelles de vignes. On indique du coup des données de sécurité sur le produit qu'on va appliquer. Par exemple, on leur stipule que le produit peut provoquer une irritation cutanée ou oculaire, en leur stipulant bien que ces données, ces phrases de risque sont pour l'applicateur, c'est-à-dire pour nos salariés. Puisque voilà, on a un raisonnement, en premier c'est pour la santé de nos salariés et ensuite c'est pour nos riverains. Une quarantaine de riverains, personnels et responsables de la crèche sont donc informés en temps et en heure de la stratégie de traitement des vignes du château Luchéalde. Les responsables expliquent d'ailleurs qu'ils n'utilisent pas de produits cancérigènes, mutagènes ou encore neurotoxiques et respectent scrupuleusement l'arrêté préfectoral qui réglemente ces traitements viticoles à proximité des zones dites sensibles comme les crèches par exemple. Ce château a aussi mis en place un système d'information par drapeau à l'image de ce qui est pratiqué pour la baignade sur les plages l'été. Rouge, il est interdit de circuler dans le vignoble, il est
traitée orange. La circulation est autorisée, mais il est interdit de toucher la vigne qui vient d'être traitée vert. La circulation est libre, aucun traitement n'est appliqué. Il n'y a pas de réglementation par rapport à cela, mais je pense que c'est une démarche qui va être de plus en plus mis en avant et qui va être favorisée, puisque voilà, c'est une transparence et une communication pour mieux vivre ensemble et je pense pour favoriser les relations avec les voisins. Le château Luchéal vient d'acquérir une machine de traitement de la vigne confinée. Elle évite notamment aux produits phytosanitaires de s'éparpiller dans l'atmosphère. À l'avenir, cette exploitation viticole envisage d'installer notamment aux abords de la crèche des filets anti-dérive. Leur rôle, récupérer des gouttes de traitement qui auraient pu rester en suspens dans l'air après un traitement phytosanitaire. Et maintenant, dans ce journal, un secteur qui recrute, la saliculture. Direction la Vendée, où plusieurs marais salants de Noirmoutier sont à l'abandon, faute de sauniers pour s'en occuper. Et la Vendée n'est pas la seule concernée. D'autres régions productrices de sel, comme l'île de Ré ou Guérande, cherchent également à attirer de nouveaux professionnels. La Chambre agriculture de Loire-Atlantique propose ainsi une formation de sauniers paludiers. Une quinzaine de candidats apprend chaque année les gestes à effectuer. Reportage à Noirmoutier en Lille d'Apolline Laurent pour TV Vendée. Après plusieurs mois d'hiver au repos, les marais salants s'éveillent et leurs sauniers avec. Il faut reconstituer le fond argileux des œillets, ces bassins d'eau de mer dans lesquels le sel repose, mais surtout dégager les algues qui s'y sont déposées. Donc là on enlève les algues qu'on appelle le limon pour pouvoir faire circuler l'eau en saison. Donc tout l'hiver le limon il se développe, ça fait un tapis vert. Et là, on retire tout le limon qu'on jette sur le bossis. Anthony Fradet est un apprenti saunier. Depuis octobre dernier, il participe grâce au centre de formation de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique à la formation BPREA option saliculture. C'est auprès de son parrain, saunier sur l'île de Noirmoutier, qu'il a découvert ce métier. Une profession ancestrale qui l'a très vite séduit. C'est un métier passion qui demande beaucoup de temps, il faut être présent tous les jours, dès qu'il fait beau, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. On est dehors, on travaille avec la nature, on est un peu libre. Ce sont ces aspects du métier qui séduisent chaque année de plus en plus de candidats. Au centre de formation, on enregistre jusqu'à 60 à 70 demandes par an pour seulement 16 places. Et parmi les candidats, on retrouve de plus en plus de femmes et des personnes de tous horizons. La plupart ont déjà eu un métier, quelquefois un métier, ça peut être ingénieur ou ouvrier. Il y a vraiment des niveaux extrêmement variés. Et étonnamment, tout le monde, ces gens-là, ils se rassemblent pour avoir envie de ce même métier, qui est quand même un métier très physique, très manuel. C'est un métier qui est très attrayant aujourd'hui. C'est un métier qui a une image très très forte sur l'extérieur et je pense que c'est à cause de ça qu'il y a il y a une attractivité très puissante. Et donc là on va attaquer l'habillage de la vette, ça consolide les ponts et puis celui-là demande un petit peu à être rehaussé. Et si la culture de l'or blanc attire, c'est parce que le métier recherche toujours de nouveaux professionnels. En tout cas sur Noirmoutier on recrute toujours, on pousse et on aide des jeunes à s'installer. Donc cette année, on en a 2 jeunes qui s'installent et il y en a déjà 2 candidatures pour l'année prochaine. Donc sur Noirmoutier, il y a encore un potentiel de marais salants qui peuvent être pris et donc on recrute à la coopérative, on est là pour aider des jeunes à s'installer. Avec ce début de printemps agréable et chaud, les producteurs de sel espèrent avoir une bonne récolte. Les meilleures années, ils produisent près de 1500 tonnes de sel. Après la saliculture, la menuiserie, on s'intéresse aux professions artisanales dans ce journal des territoires. Apprenti en menuiserie, Anthony Châtelain a remporté la finale nationale des Olympiades des métiers. Il se prépare désormais à la compétition internationale qui aura lieu en octobre à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et Stéphanie Renaud, pour Vosges Télévisions, l'a rencontré. De la précision au millimètre près. Aujourd'hui, il n'y a pas de pression. Anthony Châtelain, apprenti dans cette petite menuiserie à Dounou, monte des portes. Mais il y a à peine un mois, il concourait face à la crème des apprentis aux Olympiades des métiers à Bordeaux. Et c'est avec l'or qu'il est revenu. C'était un rêve à la base. Quand j'ai commencé à faire les concours là, pour moi c'était un niveau quasiment inatteignable. Il y avait que, moi j'étais loin de là. Je pensais qu'il fallait vraiment être super bon pour réussir à faire ça. Et puis, à force d'entraînement, de persévérance, j'y suis arrivé, 16 heures pour réaliser sans le moindre défaut un derrick en chaîne. Un derrick et clin d'œil à la ville hôte de la compétition mondiale, Abu Dhabi. L'étape suivante pour Anthony. C'est quelque chose d'énorme et puis on n'y va pas tout seul, on est toute une équipe de France.
Donc une vraie équipe de France avec les survêtements comme aux Jeux Olympiques. On a des costumes, tous le même costume pour la cérémonie d'ouverture et de clôture. C'est tout un ensemble. Et puis le concours, c'est un truc énorme, le concours international. En octobre, l'apprenti de 22 ans devra donc redoubler de talent pour affronter des compétiteurs venus de 76 pays. Je m'entraîne tout le temps que j'ai disponible quand je suis chez moi. Donc là, quand je suis en entreprise, le soir, je retourne à l'atelier après manger pour aller m'entraîner 1 ou 2 heures, tous les week-ends. Il peut compter sur le soutien de son patron qui le suit et le supporte depuis ses tout débuts. Alors sur la compétition nationale, moi j'ai été présent, donc j'ai été 3 jours sur Bordeaux, aider, on va dire soutenir moralement, physiquement également, puisqu'il y a des moments un peu de solitude, de remise en question et de doute. Vous pensez quoi de son parcours là? Très beau parcours, très beau parcours. On peut dire que l'élève a dépassé le maître. Anthony achève un 4e CAP au CFA d'Arches et semble promis à un bel avenir, mais pour l'instant, il reste concentré. Dimanche, il part avec l'équipe de France suivre une préparation technique à Albi. Voilà, pour terminer ce journal, une très bonne nouvelle. Les premières fraises arrivent en Moselle. Avec l'arrivée du printemps, ces premières fraises sous serre débarquent sur les étals des maraîchers et avec elles les autres fruits et légumes de saison. Un reportage au jardin vitré de Max et ses 13 hectares de serre. C'est Oriane Valou pour Mirabel TV qui s'y est rendue. Concombres, fraises, salades, radis. Dès l'arrivée du printemps, ils sont les best-sellers des étalages. Et au jardin vitré, ils ont toujours 1 mois et demi d'avance sur les cultures en pleine terre. Dans cette serre de 5000 m², les températures sont estivales, ni trop chaud, ni trop froid. La meilleure période pour garantir une récolte de qualité. On arrive à s'affranchir du froid grâce aux équipements de chauffage. Cette année, on a beaucoup de chance parce que le soleil est au rendez-vous. Et donc la photosynthèse, je dirais, fonctionne à plein régime. Et donc de ce fait, je dirais, les plantes sont aujourd'hui en super forme. Par rapport à 2016, on est légèrement en avance. Sur l'exploitation, 13 hectares sont chauffés. La garantie d'une meilleure production est d'étaler la récolte sur la saison. Dans cette serre, 50 000 pieds de fraises sont cultivés chaque année pendant 2 mois, d'avril à fin mai. Des gariguettes, sifflorettes ou encore cléry, qui correspondent à 33% de la récolte annuelle des jardins vitrés. La fraise, il faut savoir que c'est le fruit attendu. C'est le fruit attendu, c'est le premier fruit que vous pouvez retrouver sur les marchés à partir du mois d'avril, à condition naturellement que ça soit cultivé sous serre. Comptez un peu plus de 4 € la barquette de 500 grammes pour ces premières fraises. Un prix 20% plus élevé, car elles ont été plus chères à produire, le chauffage alourdissant la facture. Car dans les serres, les températures ne doivent pas descendre en dessous de 10 degrés. Pour cette exploitation, pas de pesticides. La protection des cultures sous serre est assurée par des insectes prédateurs. Un budget également, 32 000 € investis chaque année. Voilà, fin de ce journal. À 8h, notre invité politique, c'est Bruno Retailleau, le coordinateur de la campagne de François Fillon. Dans un instant, le club des éditorialistes. Mais tout de suite, la une de vos journaux ce matin. Voilà, et l'on parle quand même de lui, la une de Sud-Ouest. C'est François Hollande, lui, président, ce qui a changé. Chômage, éducation, environnement, société, affaires, paysage politique. Notre vie quotidienne et celle de notre pays ont-elles vraiment changé pendant le quinquennat de François Hollande? C'est la question que pose Sud-Ouest aujourd'hui. Pour le courrier Picard, 5 jours pour nous convaincre. Fillon aujourd'hui, puis Le Pen, Hamon, Macron et Mélenchon, les 5 favoris, répondent cette semaine aux questions du courrier Picard. Pour la dépêche du midi présidentielle, le sprint final avec un coude à coude dans les sondages. Les candidats jouent leur va-tout pour capter le vote des indécis. Pour le Télégramme, 5 jours pour convaincre. Et pour Nord-Éclair, la procuration remporte tous les suffrages alors que le premier tour de l'élection présidentielle se déroule dimanche. C'est la cohue dans les commissariats, au tribunal également pour faire établir une
procuration pour l'Union de Reims. Les doléances des viticulteurs interrogés à quelques jours du premier tour. Les vignerons réclament l'allègement des contraintes et des normes qui les étouffent dans l'Union de Reims. Pour Presse Océan, déchets à Nantes, sortir du blocage. La grève des éboueurs devient préoccupante et les habitants s'en émeuvent dans la ville. Et c'est Presse Océan aujourd'hui. Dans la Voie du Nord, trop cher, le coût des transports sanitaires explose. C'est un sujet santé pour le Grand Journal du Nord. Et puis l'Est éclair, l'électricité sous la braise. C'est dans l'Est éclair aujourd'hui. Pour la Nouvelle République, on termine avec les premières notes du Printemps à Bourges, ce festival de musique annuel si sympa, et c'est les détails de ce festival en page 32 de la Nouvelle République. Voilà, pour le club des éditorialistes, j'accueille ce matin Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre. Bonjour Zoé, merci d'être avec nous ce matin. J'accueille Michel Urvois, le directeur éditorial de Ouest France. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Et j'accueille Jean-Louis Picot, responsable du Parisien Écho. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous ce matin. À 6 jours du premier tour, les choses s'accélèrent, les intentions de vote semblent un peu se fixer et les meetings s'intensifier. Avec vous Michel Urvois, nous allons examiner les propositions des candidats en matière de retraite. Avec vous Jean-Louis Picot, nous allons regarder ce que répondent les candidats aux questions et aux problématiques des entrepreneurs, de la fiscalité, des contrats de travail et du développement de la formation. Et avec vous, Zoé Cadio, qui étiez à Bercy hier soir, nous ferons le point sur les derniers meetings de la soirée d'hier. Et vous avez assisté au meeting d'Emmanuel Macron. On en parlera tout à l'heure. Alors, on démarre tout de suite avec vous, Michel Urvois. Les retraites, avec une préoccupation importante de cet électorat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la mode est de dire on ne nous parle pas de ceci, on ne nous parle pas de cela, on ne nous parle pas de culture, on ne nous parle pas de retraite. Donc nous le faisons. Depuis des semaines, d'ailleurs, on décline sous des manières thématiques les sujets de fond, comme on dit. Les sujets de fond, voilà. Et en présentant les propositions des différents candidats. Et sur les retraites, les choses sont somme toute assez simple, avec un qui propose un allongement de la durée de cotisation essentiellement, c'est François Fillon, avec plusieurs qui proposent un statu quo, retraite à 62 ans, avec des retours à 60 ans pour les candidats de gauche, extrême gauche, et pour Jean-Luc Mélenchon, et puis une originalité qui est celle d'Emmanuel Macron, qui propose les 62 ans, mais une transformation en retraite par point, c'est-à-dire un point ayant une certaine valeur et chacun pouvant piloter à vue en quelque sorte sa carrière et son revenu d'après-carrière. Oui, excusez-moi cette question que vous allez trouver politicienne. Pour qui peuvent voter les retraités? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour eux en termes de pouvoir d'achat et d'avenir? Ceux qui sont déjà... Ceux qui votent plutôt Fillon, plutôt que Marine Le Pen, c'est des tendances. Ça. Oui. Ceux qui sont déjà retraités, je pense qu'ils votent plutôt effectivement pour François Fillon, parce qu'ils ne sont pas concernés par l'allongement de la durée de cotisation. Donc de ce point de vue-là, ils sont d'une certaine manière, si j'ose dire, tranquilles. Mais derrière votre question, il y a autre chose. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à 6 jours, il reste une instabilité extrêmement importante, alors que les différences, on le voit là sur les retraites, mais on peut le regarder, le voir, le constater sur d'autres thèmes, je pense à l'Europe en particulier, mais pas que, les clivages sont extrêmement nets et l'indécision n'a jamais été aussi importante. Il y a quelque chose c'est comme si on ne regardait pas le fond des choses, comme si on était dans une espèce de superficialité, comme si on allait voter pour le talent oratoire de l'un, pour le beau sourire de l'autre. L'allusion au talent oratoire de Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, mais ça peut être pour le sourire d'Emmanuel Macron, ça peut être pour le sérieux de François Fillon, alors que, bon sang, sur le fond, il y a de sacrées différences. Il y a des vraies différences. Zoé Cadio, alors pourquoi? Oui, parce que je disais aussi, c'est qu'on n'a pas pu aborder le fond, parce qu'il y a eu aussi tout ce climat des affaires qui a tout pollué, quoi. À chaque fois, on revenait aux affaires des uns et des autres, qui a pollué littéralement le débat. Des affaires, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la campagne, maintenant, on est vraiment dedans, et qu'effectivement, ce que dit Michel Urvois est vrai, on n'est toujours pas au fond, sur le fond. Oui, non, mais c'est ce que je vous disais, hein, c'est ce que disait aussi Michel, c'est qu'ils n'arrivent pas justement, on n'arrive pas à imprimer ce type de programme, et les gens, maintenant, après avoir écouté les affaires, maintenant, on a l'impression qu'ils regardent plus la personne par elle-même que le fond du programme par lui-même. Jean-Louis Picot. Oui, et puis peut-être que les candidats ont une tendance à, je dirais, entre guillemets, s'éparpiller, c'est-à-dire traiter
tous les sujets, avec peut-être un manque de priorité parfois. Prenons le chômage qui a été évoqué. Je pense qu'on devrait encore davantage parler du chômage, qui est vraiment le problème essentiel en France aujourd'hui et qui traîne derrière lui pas mal d'autres difficultés que le simple problème d'avoir un travail ou pas. Et on se souvient de François Hollande qui avait emporté la mise à l'époque avec justement l'inversion de la courbe du chômage. Bon, on sait derrière ce que ça a donné. C'est aussi ce qui a causé sa perte. Mais il y a quand même des super priorités et peut-être qu'on devrait, plutôt que de traiter des tas et des tas de sujets, s'attarder davantage sur celle-ci. Michel, c'est un très bon exemple que donne Jean-Louis. Je suis frappé par le simplisme avec lequel on traite cette question-là. En fait, le débat, il est ramené au coût du travail, au coût horaire. Ouais. Comme si la question, c'était celle-là. La question, c'est quand même plutôt ce qu'à coût horaire constant, on produit comme valeur. Si, avec le même coût horaire, on produit pour 500 € dans un pays et pour 1000 € dans l'autre, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pas la réponse, c'est pas simplement d'avoir des bas coûts, c'est de savoir qu'est-ce qu'on produit à tel niveau de salaire. Les politiques industrielles aussi par lesquelles on s'oriente. Et donc, c'est la politique de la valeur ajoutée. Quand on pose la question comme ça, derrière, il y a la fiscalité, l'innovation, la formation professionnelle. Il y a tout qui se décline et qui donne de la cohérence. Mais effectivement, on ne va pas au fond des choses. Alors, le seul quotidien régional, ce matin, on vient de faire une revue de presse de la PQR, vous étiez là, qui parle de François Hollande, c'est Sud-Ouest. Lui, président, ce qui a changé. Est-ce que c'est pas au fond parce qu'il n'y a pas de bilan défendu qu'on en est là, Zoé Cadio aussi, en partie? Alors, de bilan défendu, c'est vrai que ce soit Emmanuel Macron qu'on présente comme l'héritier, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on présente comme tel, enfin c'est ce que dit dans l'équipe de François Fillon, ou que ce soit Benoît Hamon qui pendant des mois et des mois a torpillé le quinquennat de François Hollande. Il est difficile pour les deux de défendre ce bilan, mais il est vrai qu'il y a des choses qui ont changé. Et depuis quelques jours, il y a moins ce bashing Hollande comme on a pu le voir ces derniers temps, et on s'aperçoit que finalement il a fait des choses. Il a pas à partir du moment où le président sortant n'est pas candidat, il est assez normal que le bilan ne soit pas défendu et que ceux qui se revendiquent de la même famille politique, ils ont en même temps besoin de se distinguer de ce bilan. Donc c'est dans la logique des choses. Et puis il n'y a personne pour le défendre. Concrètement, le candidat socialiste, c'est quelqu'un qui s'est battu contre Hollande. Son ex-premier ministre, Valls, il s'est fait dégommer le coup d'avant. Donc personne ne défend ce bilan, mais c'est aussi la faute de Hollande, qui voulait refondre le Parti socialiste, renouveler ce parti, etc. Finalement, il a réussi, sauf qu'il a explosé en vol avec son parti. Alors, on reste sur le programme, le fond, Jean-Louis Picot, avec vous. Des questions, des problématiques liées au monde de l'entreprise, les entrepreneurs, de la fiscalité, des contrats de travail, du développement et de la formation. Oui, absolument. On a voulu, avec le Parisien Économie ce matin, mettre les candidats justement face à des cas concrets, avec des questions d'entrepreneurs à qui on a demandé depuis janvier, on a demandé à des entrepreneurs de poser leurs questions aux candidats et d'expliquer leurs problématiques très concrètement sur notre site internet et dans notre journal. Et donc aujourd'hui, les 11 candidats leur répondent. On a sélectionné une partie des problématiques évoquées, nous à la rédaction, et puis aussi les internautes ont voté. Donc c'est intéressant parce que, encore une fois, plutôt que d'être dans une posture, comme c'est souvent le cas lors de débats ou lors de meetings, là, on rentre vraiment dans le fond des choses et dans le quotidien des gens. Donc, ça donne des tas de problématiques. Les marchés publics, pour prendre un exemple parmi plein d'autres. Transparence totale. Voilà, les petites entreprises estiment, sans doute à juste titre, que les appels d'offres pour les marchés publics sont très compliqués. Donc, quand vous avez une structure, quand vous êtes une grosse entreprise, vous pouvez répondre complètement à ce qui vous est demandé. Par contre, quand vous êtes à vous battre à 2 ou 3 personnes dans une toute petite entreprise, c'est beaucoup plus difficile, quelle que soit l'importance du marché. Et en plus, en bout du compte, quand vous en êtes exclu, vous ne savez pas pourquoi, parce que là aussi, il y a une opacité totale sur la sélection qui se fait des entreprises. Donc c'est un problème parmi d'autres. Il y a aussi la formation, avec une adaptation à faire entre les besoins sur le terrain et puis les formations qui sont données aux plus jeunes. Vous avez même un patron qui dit « moi, je suis prêt à financer
quelqu'un qui viendrait chez moi et que je formerais. Si Pôle emploi prend une partie de cette formation en main, moi je peux prendre aussi une partie et ensemble on forme cette personne que je m'engage à salarier ensuite dans mon entreprise. Dans le Parisien Écho. Zoé Cadio, vous étiez à Bercy hier soir. Alors comment il était ce meeting d'Emmanuel Macron à Bercy? C'est ce qu'on se disait avec Michel, parce qu'on y était. Il y était également, je crois, Michel Urvois. C'était très différent et là on avait l'impression de retrouver la France d'une certaine manière. C'était un public très disparate, aussi bien des jeunes, des handicapés, vraiment pluriel. Et il y avait aussi, ce matin, j'ai parlé un petit peu de génération Macron, comme s'ils y croyaient, qu'il y avait quelque chose qui se posait et qui essayait de rassembler un petit peu tout ce peuple vers quelque chose d'autre. Mais en même temps, c'est des gens qui sont un peu convertis. S'ils y vont, ils vont peut-être découvrir, mais on sent qu'il y a quelque chose, contrairement à ce qui s'est passé au meeting de Marine Le Pen qui était au Zénith ou François Fillon qui était dans le Sud. Là, à Nice, on voit qu'il y a des crispations qui n'apparaissaient pas du tout hier. Michel Urvois? Oui, un meeting beaucoup plus militant, avec des participants effectivement beaucoup plus diversifiés. Les premiers, c'était des jeunes, beaucoup de jeunes, qui découvraient le monde de la politique, qui découvraient ce qu'est un meeting. Et donc avec des réactions de jeunes aussi. Là, c'était beaucoup plus... il y avait plus de ferveur, il y avait plus de... Les codes étaient mieux maîtrisés, on va dire. C'était plus festif aussi. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait une bande-son type dance floor. On était à Bercy en même temps. Mais on était à Bercy, mais c'était... C'est important de le dire, c'était à Bercy, donc à Paris. Je suis curieux de voir le score que va faire Emmanuel Macron à Paris, région parisienne. Je pense qu'il est plus porté à Paris et dans la proche banlieue, peut-être que dans certaines parties de la France en province, à mon avis. C'est votre avis, Michel Urvois? À confirmer. Ça dépend où, parce que là aussi, il y a des France différentes. Et je pense que dans l'Ouest en particulier, je suis Ouest et Sud-Ouest, je pense qu'Emmanuel Macron fera des scores importants. Un mot, Zoé Cadio, sur... les scores qui se resserrent, dit-on, parce qu'on ne sait rien en fait. Mais les tendances montrent quand même que les choses commencent à se fixer ce matin. Qu'est-ce qu'on sait alors de cette configuration à 5 jours, 6 jours? Alors, moi je suis comme vous, je ne sais pas trop, mais d'après les sondages qui sont sortis ces derniers temps, effectivement, on voit qu'il y a un quartet qui s'installe d'une certaine manière, avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron devant, mais qui sont vraiment talonnés par François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Il faut savoir qu'il y a des taux d'erreur de 2,5%. Oui, et quand marge d'erreur, comme on dit aujourd'hui, et que quand on les met les unes avec les autres, on s'aperçoit que rien n'est joué, d'une certaine manière. Alors je ne sais pas si les sondages sont vrais. Les derniers sondages qu'on avait eus sur les dernières élections ont montré qu'il y avait quand même... on pouvait revenir, que ce soit pour le Brexit ou pour Trump, mais en même temps, il y a quand même une tendance. Et c'est cette semaine où ça va se cristalliser, je pense. Jean-Louis Picot. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, comme Zoé l'a dit, il y a 4 candidats qui se tiennent dans un mouchoir de poche, apparemment, selon les derniers sondages. Mais on sait aussi qu'il y a une grande partie de gens qui sont encore indécis à quelques jours du vote. Donc, est-ce que les gens vont aller vers un vote... Là, ça se resserre quand même, cette Oui, partie-là mais aussi, je pense que si vous en parlez autour de vous, il y a encore des tas de gens qui s'interrogent. Il y a encore des sondages qui le démontrent. Après, reste à savoir si les gens vont aller vers un vote de colère ou un vote de raison. C'est toujours la même chose. Vous voyez au vote de dernier moment, dans l'isoloir, Michel Urvois. Ah oui, ça on l'a observé, mais pour tous les candidats, au fil des élections, le vote de dernier moment s'accroît. On se décide au moment de prendre les bulletins, quoi. Oui. Pour certains, on n'est pas complètement décidé avant et on se ravise, on dit bon, finalement, oui, ça peut jouer pour François Fillon. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'addition de deux choses. On a une inconnue sur la participation. Selon que l'abstention serait de 20 ou de 30%, ça fait 4,5 millions de voix de différence. Si on ajoute à ça l'indécision, qui est autre chose, qui vient s'ajouter à ça, c'est un certain nombre de millions de voix en plus. Donc ou bien, de deux choses une, ou bien ces voix se répartissent de manière proportionnelle à tout le monde, en direction de tout le monde, et ça ne changera rien aux résultats mesurés par les sondages, ou bien il y a des glissements importants et on peut avoir des surprises. Merci Michel Urvois, directeur de Ouest France Éditorial. Merci Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre. Merci Jean-Louis Picot du Parisien Écho. On passe à la météo, le temps qui fait en France aujourd'hui. On le regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terre Léo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est Bruno Retailleau, le coordinateur de la campagne de François Fillon, qui sera notre invité politique. Mais tout de suite, on passe au zapping, le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. Monsieur Mélenchon veut nous faire croire désormais que ce serait un opposant et quelqu'un qui voudrait faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro. Il n'en est pas question dans son esprit. En fait, il s'agit d'un Tsipras français. Vous devez être prêts, vous devez vous préparer et vous devez le faire notamment cette semaine. Ne nous laissez pas tout seuls à la télé ou avec les tracts. Voyez les gens, convainquez, téléphonez, faites avancer. Allez les gens, du courage. Il faut que le désir vienne maximum, mais le jour J. Comme Mélenchon, ça vient un peu trop tôt. Il a une petite montée de sève un peu prématurée. Et là, vous avez le sentiment que ça monte? Ah oui, ça monte tout doucement. Ça va arriver pile au moment. La bourse, par exemple, c'est devenu un terrain de jeu avec des algorithmes financiers. On investit, on fait monter les actions, les banques prêtent aux entreprises qui, avec ces prêts, rachètent leurs propres actions. Bref, on est dans une espèce de machine infernale. On découvre subitement la France open space de M. Macron et la France bolivarienne jumelée avec Cuba de M. Mélenchon. Et tout à coup, nation, patrie, racine, culture, identité, ces mots qu'on croyait tabous ont imposé leur nécessité. Le sens commun fait partie des hommes et des femmes qui sont des Français, fiers de leur pays, attachés à leurs traditions, qui pour lesquels j'ai beaucoup de respect, et donc c'est des composantes de... Mais il pourrait y avoir des personnalités de sens commun au sein du gouvernement. Pourquoi pas? Le seul personnage nouveau sur le fond, c'est moi dans cette campagne présidentielle, parce que Macron, il nous refait 25 ans de politique libérale, donc merci pour la nouveauté. Vous auriez obtenu un héritage de plusieurs millions d'euros accordé par Henri Herman. Vous avez entendu parler de ça? Mais j'entends parler de tout, vous savez. Il y a donc un héritage caché, j'ai des comptes dans des paradis fiscaux, tout est tout. Macron, j'allais dire, ment davantage que Fillon. Parce qu'en fait, Macron fera la même politique, il l'a écrit. Des fausses informations. On parlait d'un héritage tout à l'heure, mais quelle autre fausse nouvelle? Ils veulent dire cette semaine, vous allez entendre dire... Monsieur Macron, il a un compte caché dans un paradis fiscal, il a de l'argent caché à tel et tel endroit. C'est totalement faux. Il y a une très grande ferveur des gens qui viennent, et puis ça dure très longtemps. Vous savez, les gens ne s'en vont pas au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, comme chez Macron, parce qu'il n'y a rien. Il ne faut pas se laisser tromper par le vote utile, comme à chaque fois. Il faut voter pour vos idées. Si vous vous retrouvez dans ces idées, dans ce programme, dans cette perspective, il faut lui donner de la force dans les urnes. Pourquoi vous n'êtes pas là à vous unir avec justement Madame Arthaud et Monsieur Mélenchon? Non, mais je vais pas répéter ce que je viens de dire, c'est terrible ça. Président de la République, c'est simplement ça ma question. Soyons simple. Non, on passe à autre chose parce que là, le cirque des questions à la con. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique, c'est Bruno Retailleau de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin. Bonjour Bruno Retailleau, vous êtes coordinateur de la campagne de François Fillon et vous êtes président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour vous interroger, à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc. Bonjour Gilles. Bonjour. Pour Public Sénat. Merci Gilles d'être avec nous. Bruno Retailleau, vous avez l'air de dire, il se dit que François Fillon pourrait passer le premier tour, mais en même temps il n'y a pas de vraie dynamique, c'est ce qu'ont dit les éditorialistes de la presse quotidienne régionale sur ce plateau ce matin pour lui. Est-ce que vous ne misez pas trop au fond sur la baisse des autres candidats ? Est-ce que ça va pas être compliqué pour lui donc de gouverner s'il passe? Ah non, mais vous trompez. Je le suis souvent. J'étais hier à Nice. Je serai avec lui ce soir à Lille. J'ai fait beaucoup d'autres meetings. On nous avait dit d'ailleurs qu'il fallait surtout pas avoir la porte de Versailles parce que la salle était trop grande. C'était le moment où les Parisiens partaient en vacances de Pâques et ça a été une salle qui a été comble. Donc non, il y a une vraie dynamique. Il y a une vraie dynamique. Il sera qualifié pour le deuxième tour. Et sur quoi vous vous basez pour dire qu'il sera qualifié c'est sur des indices, voilà, sur la participation à ces meetings. Regardez par exemple Emmanuel Macron. Est-ce qu'on sait qu'il a annulé 2 meetings le 18, il devait se rendre à Charleville-Mézières, dans sa ville natale.
le 21. Il les a annulés tous les deux et on a bien vu hier que Bercy n'était pas une salle pleine comme un œuf, loin de là. Donc il y a des indices et je pense que les sondages ne sont pas les suffrages, qu'ils sont des instruments qui datent désormais pour essayer de qualifier une opinion publique qui bouge, qui est très volatile. Bruno Retailleau sur le meeting de François Fillon à Nice. Hier, on a vu Christian Estrosi siffler, quand même, chahuté. Est-ce que la famille de la droite a quand même pas du mal à se rassembler? C'est pas très bon signe, ça, quand même, pour passer le premier tour. Non, écoutez, j'étais à Nice, franchement, il y a pu y avoir quelques sifflets, ça n'a eu rien à voir avec d'autres meetings, mais vraiment, la famille se rassemble. Christian Estrosi était là, il a assuré d'ailleurs François Fillon de son soutien. Nous serons avec Xavier Bertrand ce soir à Lille, demain ce sera avec Alain Juppé. Alain Juppé, c'est une photo, c'est pas un meeting, on est à 5 jours quand même, on pourrait imaginer qu'avec la machine des Républicains, il y a des meetings de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé. Les meetings, c'est convenu. Franchement, les meetings, pour avoir une photo de rassemblement, je pense qu'il vaut beaucoup mieux le naturel. Beaucoup mieux le naturel, au caractère beaucoup plus formaté d'un meeting. Et Nicolas Sarkozy apportera, j'en suis certain, son soutien. Et quand est-ce qu'on peut savoir? Ah bah écoutez, ça les regarde. Hein. Ça les regarde, c'est pas à moi, Bruno Retailleau, de dire quelle forme. Il faut discuter, il faut négocier ou ça veut dire naturel? Non, ça veut dire qu'il faut que ce soit naturel. Exactement. Vous avez prononcé le mot. Il fallait que ce soit naturel pour Alain Juppé. Je pense qu'ils ont trouvé la bonne forme. Il faut que ce soit aussi naturel avec Nicolas Sarkozy. C'est la semaine, je pense, du grand rassemblement de la famille politique. Personne ne peut en dire autant. Regardez la gauche. La gauche est divisée entre une gauche qui est la gauche révolutionnaire de M. Mélenchon, la gauche un peu PSU ou archaïque de M. Hamon, et puis la gauche hollandaise avec M. Macron. Bruno Retailleau, vous savez que la droite avait un boulevard quand même, après 5 ans de socialisme pour remporter cette élection. Donc la présence de Nicolas Sarkozy cette semaine, elle sera effective d'une façon ou d'une autre? D'une façon ou d'une autre, comme vous le dites, c'est vous qui le dites, il affirmera, il renouvellera son soutien à François Fillon parce que Nicolas Sarkozy fait partie des grandes voix de notre famille politique et qu'il est extrêmement responsable et qu'il sait parfaitement que dimanche prochain, la France a rendez-vous avec son histoire et avec son avenir. Et François Fillon est le seul à proposer des vrais remèdes contre le chômage de masse, des vrais remèdes contre la dette. Et François Fillon est celui qui peut présider la France dans un monde dangereux. Regardez la Turquie, regardez les guerres, regardez les tensions internationales. Bruno Retailleau, tout de même, on peut imaginer que le prochain président de la République ou présidente va probablement tourner autour de 20%, peut-être un petit peu plus, au soir du premier tour. Est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que c'est pas extrêmement compliqué, y compris pour votre champion, de gouverner ce pays après cette campagne quand même un peu particulière qu'on a connue? Franchement, la campagne était plus qu'un peu particulière. On a tout fait pour empêcher François Fillon, candidat de la droite et du centre, aller au bout. Je vous rappelle que Jacques Chirac n'a jamais été qualifié à beaucoup plus de 20%. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler clair avant pour pouvoir faire les choses et les réformes rapidement, juste après l'élection. C'est de disposer d'un mandat clair. C'est ça la modernité. Et tous ceux qui sont dans le flou, tous ceux qui sont dans les demi-mesures, les réformettes, ne parviendront pas à relever la France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous préparez, vous seriez prêt, après les législatives, ou même avant, à gouverner? Ça veut dire que Gilles Leclerc, pas aujourd'hui. Ça veut dire que les projets de loi sont prêts, etc. Gilles Leclerc, pas aujourd'hui. Depuis des mois, nous nous y préparons et je pense que je peux vous dire que au moment où je vous parle, les grandes réformes qui seront passées dès l'été prochain, à partir du mois de juillet et au mois d'août et jusqu'au mois de septembre, ces réformes sont prêtes. Elles concernent un collectif budgétaire pour la fiscalité, pour les charges sociales, pour tuer la peur de l'embauche de nos chefs d'entreprise. Elles concernent l'assouplissement, là encore, du marché du travail et la sécurité, puisque jamais l'insécurité n'était aussi élevée en France. François Fillon a émis hier encore, quand on lui a posé la question, l'hypothèse d'avoir comme Premier ministre François Baroin. Est-ce qu'on mène à bien de grands réformes avec un homme qui est quand même pas un homme qui met franchement les mains dans le cambouis, c'est quand même un homme de compromis, François Baroin. Est-ce que c'est la bonne personne pour la bonne situation? Je suis sûr qu'il ferait d'abord un bon Premier ministre. En plus, il est sénateur. C'est quand même une qualité, non? Non, très franchement, c'est François Fillon qui j'espère sera le prochain président de la République, qui choisira son Premier ministre. Maintenant, quel que soit le Premier ministre, il aura une feuille de route très très claire, puisque François Fillon, comme il a mis tout sur la table, avec beaucoup de soucis de précision, de netteté, le Premier ministre devra strictement appliquer les réformes qu'auront voulu le peuple de France. François Fillon avait juste promis peut-être qu'il y aurait des membres de la société civile dans ce gouvernement. Est-ce que, par exemple, des membres de Sens commun au gouvernement, vous
trouveriez ça naturel et au fond assez logique. Sens commun fait partie de sa majorité. Et moi, ce que je trouve lamentable de la part de M. Macron, qui d'ailleurs est dans la lignée de Mme Taubira, c'est cette gauche culturelle, vous voyez, qui est toujours très très prompte à faire des excommunications. Sens commun est un parti associé aux Républicains. Le rassemblement qu'a construit François Fillon, il va du centre, avec d'autres et plusieurs sensibilités de notre famille politique. Et pourquoi est-ce que tout à coup, on voudrait désigner tel ou tel comme ayant commis des délits d'opinion? Moi, j'ai des personnalités de sens commun dans ma majorité régionale, et ça se passe très bien, comme ça se passe très bien avec des personnalités du centre. Voilà, c'est une majorité solide qui fera les réformes que le peuple aura désignées en choisissant François Fillon. C'est Bruno Retailleau, le coordinateur de la campagne de François Fillon, qui est l'invité de Territoire d'Info sur Public Sénat et Sud Radio ce matin. Bruno Retailleau, on vous a beaucoup vu du début jusqu'à la fin de la campagne, y compris dans les creux de la campagne, dans les mauvais moments. On voit moins maintenant Gérard Larcher qu'on a beaucoup vu au début. Quel est son rôle aujourd'hui dans la campagne et quels sont ses... Voilà, que va faire Gérard Larcher maintenant? Gérard Larcher, contrairement à... Moi, je suis président d'un groupe politique. Donc, ma mission, ma fonction, elle a une dimension politique. La fonction, la mission de Gérard Larcher, c'est aussi d'être président du Sénat et de présider une grande institution de République. Donc, ces marges de manœuvre ne sont pas les miennes. Moi, je les ai utilisées et Gérard Larcher, que j'ai plusieurs fois par jour, croyez-moi, travaille activement au succès de François Fillon. Je peux vous le dire sur cette antenne. Bruno Retailleau, vous parliez tout à l'heure des enjeux internationaux. La Turquie, après le référendum pro-Erdogan, aujourd'hui la Turquie semble pencher vers un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. C'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce qu'au fond l'Europe n'a pas un peu, je dirais, n'a pas maintenu le lien avec la Turquie? Est-ce qu'elle n'a pas une responsabilité quand même dans ce qui est en train de se passer en Turquie? Vous avez raison. Moi, le petit succès, le demi-succès de M. Erdogan de dimanche m'inspire deux réflexions. La première, c'est qu'on a besoin d'un président de la République expérimenté. On n'a pas besoin d'une Marine Le Pen ou de M. Macron qui, lorsqu'il est allé à Londres, a déclaré et a revendiqué son immaturité dans ce monde dangereux. Première réflexion, il faut un vrai président pour la France. Et deuxième réflexion, c'est que vraiment, vous avez raison, il faut sortir de l'ambiguïté. Par sa géographie, la Turquie n'est européenne que pour 5% de son territoire. Et on voit bien qu'elle s'éloigne chaque jour un peu plus en se radicalisant. L'Europe n'a pas un peu raté le coche, justement, à l'époque? Non, l'Europe n'a pas raté le coche. Vous imaginez aujourd'hui, alors que les traités européens pondèrent en fonction de la population le poids politique que vous avez dans les institutions. Vous imaginez la Turquie à l'intérieur même de l'Europe? Non, je crois qu'il faut lever l'ambiguïté, dire à la Turquie que le peuple turc est un grand peuple, qu'il faut trouver les moyens de l'associer. Elle fait partie d'ailleurs d'une union douanière depuis les années 90. Mais vous pensez que c'est encore possible? Parce que comment contenir la dérive autoritaire là, qui se profile avec Erdogan qui s'arroge les pleins pouvoirs? François Fillon, président, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut maintenir le lien avec les Turcs. Il dit non à la rentrée de la Turquie dans l'Europe, de façon claire. En revanche, encore une fois, la Turquie est un grand pays. Il ne s'agit pas de le repousser, il s'agit de continuer le dialogue. C'est un pays en même temps qui nous protège vis-à-vis des masses, des événements migratoires. Et je pense que ce dialogue, il faut malgré tout le maintenir pour essayer d'arrimer le mieux possible la Turquie à des valeurs démocratiques. Aujourd'hui, c'est un constat, elle s'en éloigne. Alors la question migratoire est ailleurs, parce que ce week-end, il y a eu 8500 migrants qui ont été secourus en mer pendant ce week-end, Pascal. Plus personne n'en parle. Cela dit, ça existe et ça continue tous les jours. Donc là encore, que faire face à cette pression migratoire qui continue, malgré les accords passés il y a un an avec la Turquie? Certainement pas comme ce que propose M. Macron, qui se précipite en Allemagne pour féliciter Mme Merkel d'avoir accueilli pratiquement 1 million de réfugiés, qui dit qu'on entre dans un monde où les grandes migrations seront de plus en plus pressantes et que la France ne pourra pas l'endiguer. Si on peut l'endiguer, comment est-ce qu'on peut l'endiguer? En ayant une vraie politique, parce qu'une démocratie a le devoir, et pas seulement le droit, d'abord de combattre l'immigration illégale et en même temps de réguler au strict minimum l'immigration légale. Comment fait-on? D'abord en renouvelant Schengen, en renouvelant aussi la clause conservatoire de sécurité qui nous permet de rétablir des frontières, en changeant et en harmonisant le droit d'asile, en l'harmonisant avec les autres pays d'Europe et en faisant en sorte que le droit d'asile ne devienne pas une machine à fabriquer des clandestins. C'est le cas aujourd'hui, puisque 90% des déboutés ne sont pas reconduits dans leur pays. Ça n'est plus tenable. Nous tenons au droit d'asile.
qui est une valeur précieuse. Mais pour que ce droit d'asile tienne, il ne faut pas qu'il soit dévoyé. C'est le cas actuellement. Sur cette question-là, quand même, si vous nous disiez ce matin, quelle est la différence avec Marine Le Pen qui, hier, dans son grand meeting, appelait à un moratoire sur l'immigration? C'est quoi la différence entre François Fillon et Marine Le Pen? Elle sait parfaitement. Vous savez, votre question est bonne. Quelle est la différence entre l'extrême droite et la droite? Non, mais sur cette question-là, d'une façon très pratique. Mais sur cette question aussi, c'est que l'extrême droite, en face d'un problème, on met des boucs émissaires. Nous, en face d'un problème, nous mettons des solutions. Sur cette question pratique, je vous ai répondu, elle est pour une immigration zéro. C'est impossible et ça n'est pas non plus souhaitable. Il faut réguler l'immigration et François Fillon, d'ailleurs, est le seul à proposer des quotas qui seraient annuellement votés par le Parlement. Il assume et nous assumons une politique de fermeté. Et si la droite avait assumé cette politique de fermeté depuis des années, je vous gage que le Front National ne serait pas au niveau qu'il connaît aujourd'hui. Le soutien de Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, émérite, à Emmanuel Macron, ne vous gêne pas? Absolument pas. Non, mais qui est peu importe. Il se retrouvera avec M. Berger, avec M. Cohn-Bendit, avec M. Bayrou, avec tous les autres. C'est le tout Paris. C'est le parisianisme, M. Macron. Voilà, c'est une sorte de millimélo qui n'a pas de sens. Voilà. C'est le flou et c'est en cela d'ailleurs qu'il est le digne héritier de François Hollande. D'ailleurs, François Hollande, vous l'avez observé, la semaine dernière est sorti du bois pour flinguer M. Mélenchon et M. Hanon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a constaté que son fils héritier était en retrait, que sa dynamique s'était brutalement interrompue. Et Leclerc? J'ai remarqué depuis le début de cet entretien que vous avez très peu parlé de Marine Le Pen et beaucoup d'Emmanuel Macron. C'est une stratégie, il reste 5 jours de campagne, où aller chercher les voix? Chez les Français. Il y a pas, pour nous, il n'y a pas de bons et de mauvais Français. Je pense qu'on vit un moment qui est difficile puisque quand je disais que la France, en réalité, avait rendez-vous avec son histoire, je pense que depuis 40 ans, on n'a pas eu une élection présidentielle aussi décisive. La France a décroché totalement par rapport aux grands pays européens. Si les choses continuaient ainsi, dans un an, on serait peut-être le seul pays avec la Grèce à faire l'objet, sur la zone euro, d'une procédure pour le suivi de déficit excessif. Donc il faut un président qui soit capable de présider, de gouverner et de réformer, parce que sinon on va dans le mur. La dette qui attend pratiquement une année de richesse nationale, de PIB, est une bombe à retardement. C'est un scandale. C'est un scandale pour les jeunes de demain et c'est un scandale pour notre modèle social. C'est la dette qui fera demain éclater notre modèle social. Et François Fillon est le seul à pouvoir préserver justement ce modèle en le réinventant, en le renouvelant. Bruno Retailleau, si François Fillon n'est pas élu, vous êtes obligé de penser à la suite, vous êtes touché par le non-cumul, vous choisissez le Sénat ou les Pays de la Loire? Ah, écoutez, à chaque jour suffit sa peine. Je m'attendais à cette réponse. Croyez-moi, mon horizon est borné. Votre inclinaison? Écoutez, mon inclinaison, c'est de faire gagner le candidat que je trouve être le plus utile pour la France. Voilà. Voilà. Mes efforts sont tendus depuis des mois sur cet objectif, qui est un objectif important pour mon pays, parce que c'est le moment ou jamais. Moi, je crois qu'on peut redonner à la France et aux Français une espérance. Je pense que le chômage de masse peut être combattu. Je pense que la pauvreté peut, elle aussi, reculer en France. Donc, on vous garde. Voilà. Voilà, merci Bruno Retailleau. Vous restez avec nous. On va passer au débrief de vos propos. Merci Gilles Leclerc. Merci Vénéric Jacquier. Merci. À tout de suite. Voilà, j'accueille Denis Jambard. Denis, ce matin, bonjour Denis. Bonjour Céline, bonjour Yves, bonjour Monsieur Retailleau. Bonjour Denis Jambard. Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour à tous, bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Yves Tréhard. Denis Jambard, vous commencez? Oui, moi je suis frappé, vous avez parlé de dynamique de campagne, enfin de chute de dynamique du côté d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de dynamique dans cette campagne, comment vous expliquez ça? Ah si, il y a eu une dynamique. Il y a eu la dynamique. Il y a eu un moment Macron, il y a eu un moment Mélenchon. Mais aujourd'hui, dans la dernière semaine, on ne voit pas de dynamique finalement. Tout ça juste autour de 20%. Il nous a dit tout à l'heure qu'il y avait une dynamique François Fillon quand même. Hein. Parce qu'il y a une dynamique à 1,5%. Parce que les sondeurs sont perdus. Pourquoi sont-ils perdus?
ça n'est pas parce qu'il serait malhonnête ou qu'il voudrait fausser finalement les suffrages. C'est simplement que leurs instruments datent et qu'aujourd'hui, au moment où il y a des grands mouvements de l'opinion, où tout peut changer jusqu'au dernier moment, leur baromètre ne parvient plus à mesurer justement les vraies dynamiques. Est-ce que vous pensez que le rapport droite-gauche est terminé, au fond, qu'il y a un autre débat à l'intérieur des Français, je dirais entre les partisans du repli et les partisans de l'ouverture? J'y mets d'ailleurs aussi bien M. Fillon que M. Macron, qui reconnaissent l'Europe, regardent la mondialisation telle qu'elle est, et de l'autre côté, M. Mélenchon, Mme Le Pen. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui est en train de travailler la société française et qui la rend au fond assez indécise? Je crois que le clivage est nécessaire. Il se reconstitue toujours, et je pense que le clivage, c'est le débat, et la clarté du débat est importante, et je sais que certains réfutent la notion de clivage parce qu'ils ont comment dirais-je, ils refusent leur choix. Oui, mais ils sont dans le flou. En revanche, le vrai clivage, on l'a bien vu, c'est entre l'immobilisme, l'attentisme et ceux qui veulent faire bouger les choses. François Fillon est le seul qui propose des remèdes à une France qui est en train de chuter, et les autres, c'est toujours plus de dépenses, ou M. Macron, c'est finalement la prolongation du quinquennat de M. Hollande. C'est ça le vrai clivage aujourd'hui, c'est entre celui qui veut changer réellement les choses pour que la France se relève et les autres qui continuent une vieille politique finalement. Oui, ça c'est le discours. Bon, c'est le discours. Non, c'est la réalité, Yves Tréhard. C'est la réalité. Je suis pas certain, parce qu'ils ont tous des choses à dire. Simplement, il y a une chose. Il y a une chose qui me paraît fondamentale, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une défiance vis-à-vis des politiques et qu'on voit beaucoup d'indécis aujourd'hui face à cette élection. Je vous écoutais tout à l'heure sur l'immigration. C'est l'exemple caricatural du sujet sur lequel l'impuissance publique, finalement, a fini par excéder les populations. Vous avez raison, il faut réguler l'immigration. Bon, il y a l'immigration clandestine, l'immigration régulière. Mais comment on fait, par exemple, et les Français savent très bien, quand vous arrêtez ou quand vous appréhendez des gens qui sont sans papier, est-ce que vous les renvoyez dans leur pays? Non. Et ça, il y en a quand même beaucoup. Il n'y en a que 10% qui ont le droit d'asile. Comment on fait avec des vraies frontières, justement? Parce que tant qu'on aura des passoires, vous aurez effectivement des gens qui, sans papier, arrivent sur le territoire. Ces frontières, vous revoyez Schengen, je vous ai entendu dire qu'il faut revoir Schengen. Mais comment on revoit Schengen? Eh bien, on dit aux Européens qui veulent de vraies frontières, on s'associe, les autres, c'est en dehors. Pourquoi c'est pas possible aujourd'hui? Parce qu'il y a une faiblesse européenne, parce que l'Europe est à plat. Pourquoi l'Europe est à plat? Tout simplement parce que François Hollande a brisé le couple franco-allemand. Souvenez-vous, quelques semaines, quelques mois après qu'il ait été élu en 2012, il a voulu prendre la tête de la fronde avec les pays du Sud pour réorienter l'Europe. Et on voit bien qu'aujourd'hui, sur les 12 grands postes européens, la France n'en détient pas un seul. Donc c'est Schengen, et si Schengen ne se met pas en place, c'est le rétablissement des frontières en France nationale. Oui, mais ça, c'est uniquement, vous pouvez le faire au terme des accords de Schengen, vous pouvez le faire que de façon temporaire. Exactement, vous savez que nous sommes dans une situation illégale aujourd'hui parce que cette période temporaire est dépassée depuis les attentats. Donc on voit bien que ce qui compte, c'est la volonté nationale. Et que lorsqu'il y a un intérêt national, un intérêt supérieur à préserver, le président de la République est en droit d'affirmer le droit de son peuple finalement. Sur l'impuissance publique et le chômage, ça n'a pas été le sujet central d'ailleurs de manière étonnante de la campagne, alors que ça reste la préoccupation principale des Français. Absolument. Comment faire pour les convaincre, y compris François Fillon, mais tous au fond les candidats à cette élection présidentielle, alors que depuis 1974 en réalité, les gouvernements successifs de gauche et de droite ont été en échec sur ce sujet. On fait du traitement social du chômage. Exactement, parce qu'on a tout essayé, sauf ce qui marche. Sauf ce qui marche en Europe du Nord, on a mis 40 ans dans d'autres. On a mis 40 ans. On dit ça à toutes les élections. Oui, mais je vous renvoie au projet, aux propositions de François Fillon. Qu'est-ce qu'il propose exactement? Il propose de faire ce que les grands pays européens qui connaissent un chômage, un tout petit chômage, le plein emploi, ont fait. Par exemple, quand je dis tuer la peur de l'embauche, c'est assouplir le marché du travail. Pourquoi est-ce qu'en France, quand vous embauchez de 49 à 51, il vous tombe sur le dos, sur la tête, 35 obligations administratives de plus? Par le seul fait d'embaucher, eh bien, on double les seuils. Qui le fait? François Fillon. On arrête le compte pénibilité, qui est une usine à gaz.
le compte pénibilité. On fait en sorte que les indemnités prud'homales soient plafonnées, etc., etc. Et là, on transforme les choses. Et on parviendra à faire en sorte que ceux qui sont... C'est une proposition d'Emmanuel Macron, ça. Qui n'a jamais appliqué. Mais vous savez, Emmanuel Macron, sur chaque sujet, il s'est contredit. Les 35 heures, l'ISF, le statut des fonctionnaires, le service militaire, etc. Chaque sujet, il s'est contredit. Il y a quand même une chose qui est tout à fait étonnante, parce que ces sujets économiques que François Fillon laboure depuis... bien avant la primaire, il en a fait son sujet principal, et puis on voit très bien, c'était pareil pour la primaire, que finalement c'est pas là-dessus que ça joue. On a 10% de chômeurs, on a un système économique qui demande et qui exigerait plus de liberté pour fonctionner, et finalement c'est sur les sujets dits régaliens, c'est-à-dire l'immigration, la sécurité, que ça se joue. On le voit très bien, le discours de François Fillon aujourd'hui, il s'est éloigné de la liberté. Il avait deux piliers. Liberté, protection. Liberté, il n'en parle plus. Il ne parle plus que de la protection. Et il l'a dit hier. Je protège, je protège, je protège. Il a parlé de la liberté. Il a parlé de la liberté quand on a près de 20% des jeunes qui sont ni dans l'emploi, ni en formation, etc. Mais là où vous avez raison, moi j'ai toujours dit que l'angoisse française, le pessimisme français, il avait deux visages. Le déclassement économique, la peur du chômage, et en même temps la dépossession culturelle, la dépossession identitaire. Et les deux se rejoignent. Pourquoi se rejoignent-elles? Parce que lorsque vous êtes au chômage, lorsque vous avez peur de l'avenir, vous ressentez en même temps un problème identitaire. La question du terrorisme, la question de la radicalisation de l'islam, qui est dans le cœur de notre société une immense interrogation au regard par exemple de la laïcité, font qu'aujourd'hui la France traverse ce moment où comme elle décroche, en plus on a toujours porté un message d'universalité, et se voir décrocher blesse finalement cette aspiration à parler au monde, encore plus que n'importe quelle autre nation. Donc on est dans ce moment particulier, et si je soutiens François Fillon, c'est que je pense qu'il a celui qui a le meilleur message, si j'ose dire, gaulliste, où il articule à la fois ce besoin de liberté, combattre le chômage, qui est le cancer de la société, et en même temps la peur du déclassement culturel, du déclassement identitaire. Celui qui répond à ces deux questions, c'est lui, et c'est comme ça qu'on pourra, je pense, relever la France. Et ça joue davantage sur la protection actuellement. Je pense que la protection est devenue, dans cette dernière semaine, une des clés du scrutin de dimanche. Merci Bruno Retailleau, le coordinateur de la campagne de François Fillon et le président du groupe Les Républicains au Sénat. Merci d'avoir été notre invité ce matin. On va regarder le Zap politique ensemble. Monsieur Mélenchon veut nous faire croire désormais que ce serait un opposant et quelqu'un qui voudrait faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro. Il n'en est pas question dans son esprit. En fait, il s'agit d'un Tsipras français. Vous devez être prêts, vous devez vous préparer. Et vous devez le faire, notamment cette semaine. Ne nous laissez pas tout seuls à la télé ou avec les tracts. Voyez les gens, convainquez, téléphonez, faites avancer. Allez les gens, du courage. Il faut que le désir vienne maximum, mais le jour J. Comme Mélenchon, ça vient un peu trop tôt. Il a une petite montée de sève un peu prématurée. Et là, vous avez le sentiment que ça monte? Ah oui, ça monte tout doucement. Ça va arriver pile au moment. La bourse, par exemple, c'est devenu un terrain de jeu avec des algorithmes financiers. On investit, on fait monter les actions, les banques prêtent aux entreprises qui, avec ces prêts, rachètent leurs propres actions. Bref, on est dans une espèce de machine infernale. On découvre subitement la France open space de M. Macron et la France bolivarienne jumelée avec Cuba de M. Mélenchon. Et tout à coup, nation, patrie, racine, culture, identité, ces mots qu'on croyait tabous ont imposé leur nécessité. Le sens commun fait partie des hommes et des femmes qui sont des Français, fiers de leur pays, attachés à leurs traditions, qui sont pour lesquels j'ai beaucoup de respect, et donc c'est des composantes de... Mais il pourrait y avoir des personnalités de sens commun au sein du gouvernement. Pourquoi pas? Le seul personnage nouveau sur le fond, c'est moi dans cette campagne présidentielle, parce que Macron, il nous refait 25 ans de politique libérale, donc merci pour la nouveauté. Vous auriez obtenu un héritage de plusieurs millions d'euros accordé par Henri Herman. Vous avez entendu parler de ça? Mais j'entends parler de tout, vous savez. Il y a donc un héritage caché, j'ai des comptes dans des paradis fiscaux, tout est tout. Macron, j'allais dire, ment davantage que Fillon. Parce qu'en fait, Macron fera la même politique, il l'a écrit. Des fausses informations. On parlait d'un héritage tout à l'heure, mais quelle autre fausse nouvelle? Ils veulent dire cette semaine, vous allez entendre dire
Monsieur Macron, il a un compte caché dans un paradis fiscal, il a de l'argent caché à tel et tel endroit. C'est totalement faux. Il y a une très grande ferveur des gens qui viennent, et puis ça dure très longtemps. Vous savez, les gens ne s'en vont pas au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, comme chez Macron, parce qu'il n'y a rien. Il ne faut pas se laisser tromper par le vote utile, comme à chaque fois. Il faut voter pour vos idées. Si vous vous retrouvez dans ces idées, dans ce programme, dans cette perspective, il faut lui donner de la force dans les urnes. Pourquoi vous n'êtes pas là, vous unir avec justement Madame Arthaud et Monsieur Mélenchon? Non, mais je vais pas répéter ce que je viens de dire, c'est terrible ça. Président de la République, c'est simplement ça ma question. Soyons simple. Non, on passe à autre chose parce que là, le cirque des questions à la con. Voilà, c'était Territoire d'Info. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'info sur Public Sénat et Sud Radio. À demain.